Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, les pluies comme signe de mauvais temps. Plusieurs régions du pays subissent la loi des pluies diluviennes. Douala est arrosé depuis ce matin. Le marché Ndokpassi affiche un visage effroyable, tout comme plusieurs villages de l'arrondissement de Santhiou, dont la région de l'Ouest. À Yaoundé, l'insécurité va grandissant, notamment les agressions à bord des taxis. Des dizaines de victimes enregistrées au quotidien. Le 19h50 vous dévoile le mode opératoire de ces agresseurs. Les enseignants seront à l'honneur dans 2 jours à l'occasion de la journée mondiale à eux dédiée. Notre rédaction poursuit sa série sur le cas des vacataires. Leur traitement est jugé au rabais par rapport aux enseignants titulaires. Le gouvernement canadien prend une décision ferme dans son programme d'immigration. Il vient d'annoncer qu'il stoppe les recrutements des infirmiers sur le continent africain. Voilà pour les titres. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à cette édition du 19h50. Avant de développer ces titres, plusieurs meubles partis en fumée. C'est le résultat malheureux d'un incendie survenu cet après-midi au quartier Olezoa dans l'arrondissement de Yaoundé 3e. Le drame visiblement causé par un court-circuit a sémé la panique générale dans cette partie de la ville, comme vous allez le voir dans ce reportage de Daniel Anissé-Goudier et Pierre Raoul-Ngofo. Un gigantesque nuage de fumée suivi d'explosions. Au bas des flammes géantes, une foule en débandade. L'on se débat pour sauver le peu de meubles qui restent de ce magasin situé au quartier Olezoa dans l'arrondissement de Yaoundé 3e, attaqué par un incendie violent, déclaré autour de 14h ce jeudi. Je viens de quitter, même j'étais ici là, je viens de payer les choses dans la boutique. Moi je suis sorti, je suis rentré chez moi, j'étais là-bas, je vois d'abord le feu qui sort. Dès que j'arrive ici, j'ai vu que la boutique que j'ai payé, les choses sont déjà brûlées. Pendant une trentaine de minutes, la foule regarde impuissante le feu qui continue sa progression, ravageant tout sur son passage. Selon les témoignages, l'incendie est causé par une panne électrique. Commencé par un court-circuit dans l'une des chambres qui était à côté. Il y a la fumée. Maintenant, quand il y a un passant qui passait, qui nous fait comprendre qu'il y a le feu dans la chambre qui est derrière. Maintenant, on essaie d'ouvrir la porte, tellement comme ça, la porte était en bas de fer. On a essayé avec la rage-clou, ça n'a pas pu. Ça n'a pas pris moins de 10 minutes, tout est parti en fumée. Ce n'est qu'une heure plus tard que les sapeurs-pompiers vont effectuer leur arrivée. En quelques minutes, ils vont circonscrire les flammes qui tentaient de se propager sur les habitats voisins. Aucune perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels sont à déplorer. Et les entrées et sorties par le nord de la ville de Yaoundé relèvent presque d'un exploit. Il faut s'armer de patience pour braver les embouteillages. C'est 1 heure en taxi en moyenne pour franchir à peine 1 kilomètre. Face à cette conjonction infernale, le gouvernement annonce la création de 2 nouveaux tronçons. Ce matin, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a lancé officiellement le projet de contournement de la pénétrante nord de Yaoundé. Une initiative qui, espère les populations, mettra fin au calvaire des trajets interminables. Delphine Fonkotene et Constant Kamda. Aux heures de pointe, les destinations Emana, Messassi, Nkozwa ou Akak deviennent des lignes infranchissables pour les taximens. Ce sont des trajets tortueux. Les populations de ces quartiers impuissantes broient du noir chaque jour. Plus souvent, quand il est déjà 16h, 17h, je ne peux plus prendre la route d'ici. Je suis obligé de chercher où dormir, passer c'est au moins 3 heures de route. Depuis 16 ans que je suis ici, l'embouteillage commençait parfois à partir de Nkozwa, au niveau de l'entrée champ de tir. Maintenant, l'embouteillage commence ici à l'entrée, soit d'Akak. Sur place à Akak, sous les regards des populations, les engins de chantier creusent, traçant les prémices des nouvelles voies de contournement. 2
tronçons sont concernés à la sortie nord de Yaoundé, à partir de la nationale numéro 1. Le premier, long de 5,134 km, reliera le dispensaire de Nkozwa au carrefour Katanga, tandis que le second, de 4,696 km, partira de l'entrée d'Akak pour atteindre le carrefour gendarmerie Soie. Les autorités locales et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain donnent ici l'onction. La nécessité d'avoir une route reliant soit au village d'Akak 1 a été ressentie depuis pratiquement une vingtaine d'années. Ça va apporter le modernisme, ça va apporter le développement, ça va apporter le soulagement des populations pour leurs activités économiques. Estimée à près de 11 milliards de francs CFA, cette initiative devrait s'étendre sur une durée de 25 mois. 2 entreprises sélectionnées pour mener à bien ce chantier. C'est un projet en enrobé, deux voies, avec une couche de base de 25 cm. La cérémonie de lancement de ce 3 octobre attire du beau monde à Akak. Dans ce rassemblement d'espoir, les habitants espèrent que ce projet aboutisse dans les délais pour ne pas chanter comme Van Nistelrooy. Comme la babouche, sans confiance. Et toujours à Yaoundé et ses environs, l'insécurité se porte apparemment bien dans la ville. Quand il ne se passe pas un jour sans qu'on ne dénonce des cas d'agression, de viol et meurtres dans la capitale camerounaise. Ces derniers mois, les agressions à bord de taxis connaissent une montée inquiétante. Daniel Anissé-Boudier, Pierre Raoul-Ngofo. Emprunter un taxi dans la ville de Yaoundé et arriver à destination sans se faire agresser est presque devenu une épreuve de chance. C'est grave maintenant dans les taxis. Tu vois même les femmes qui sont dans les taxis, tu vois que non, tu vois une femme qui est dans le taxi alors qu'elle te sort le couteau. Dans la rue, chaque usager a au moins une expérience à compter. Et il était pratiquement 22 heures. Je voulais emprunter un taxi. À un moment donné, je me suis rendu compte que la direction où on allait n'était pas la même. Je me suis dit pour un premier temps que bon, il était question qu'on aille laisser la maman. À un moment donné, le taxi s'est arrêté. Un autre monsieur est venu. Je me suis retrouvé au milieu. C'est la dame qui avait le bébé qui dit, monsieur, donnez tout ce que vous avez. Si vous tentez de faire un bruit là, on va vous abattre. Et le monsieur qui était pour m'a mis le couteau. Il a dit, laissez-moi la vie sauve et prenez tout ce que vous voulez. Se déplacer par voie de taxi devient risqué dans la capitale camerounaise. Aller à pied n'est pas non plus chose aisée. Face au danger, chacun développe sa petite astuce de prévention une fois à bord. Premièrement, d'abord, je m'assois au niveau de la portière et j'arrête le loquet là. Donc, dès qu'il fait un peu un genre, j'ouvre, donc il maintient pour que ça ne se bloque pas. Dès qu'il fait un genre, j'ouvre la porte. Même si la portière doit se casser, ça se casse, c'est pas mon problème. Je ne prends pas les taxis où il y a des personnes suspectes à l'intérieur. Il y a des comportements et il y a des caractéristiques physiques même. Par exemple, les boucles, les tatouages et des aspects de fumée de chanvre. En plus de la vigilance, les usagers appellent les pouvoirs publics à une révision de l'opération d'identification des conducteurs de taxi afin de limiter les agressions dans nos grandes villes. Et l'appel a été effectivement réitéré ce jeudi à Yaoundé par le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun. Au cours d'une conférence de presse, ils ont exprimé leur indignation suite aux nombreux cas de vols et meurtres de taximens qui se multiplient à Yaoundé et ses environs. Au-delà, inciter l'État à prendre des mesures fortes pour stopper la saignée. Daniel Anissé-Boudier et Pierre Raoul-Ngofo. L'insécurité à bord de taxis est à double sens dans plusieurs grandes villes, notamment celle de Yaoundé. Désormais, même les chauffeurs ne sont plus à l'abri des malfaiteurs. Ces derniers tués et les corps retrouvés dans des broussailles au quotidien. L'ampleur du phénomène ces 6 derniers mois inquiète sérieusement le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun. Le fait de nous taire nous amène les gens à penser que nous sommes complices de ce qui se passe en réalité. Pourtant, nous avons écrit aux administrations, nous avons parlé, mais ça ne suffit pas. Face à la presse, ce 3 octobre, les patrons de syndicats expriment leur indignation. Les taximans deviennent de plus en plus agressifs. Vous voyez un taximan, parce qu'il n'est pas sûr de rentrer chez lui, avec le pain pour manger pour les enfants, il n'est pas sûr de rentrer vivant, le patron n'est pas sûr d'avoir son véhicule, il n'est même pas sûr de sa recette. Donc vous voyez que nous tous nous sommes dans un
comme un Gabonais a dit, à refaire. Il faut agir et vite. Parmi les actions proposées, le renforcement des contrôles, mais surtout de l'opération d'identification des conducteurs de taxi. Mais quand j'ai rentré de Bafoussam, on m'a pris à Tongolo. Le taxi a continué avec moi jusqu'à Mélène. Il m'a mené dans un coin quelque part derrière. Ils m'ont dépouillé complètement. Devant la gravité de la situation, les syndicats de transporteurs disent être engagés sur un chemin de non-retour pour tordre définitivement le coup à l'insécurité dans leur secteur. L'indignation et l'amertume habitent les habitants de Santhiou dans la région de l'Ouest. Près d'une dizaine de villages de cet arrondissement subissent la loi des inondations. Des pluies diluviennes s'abattent depuis plusieurs jours et rendent la vie difficile aux populations. Maisons, ponts et plantations ravagées par la fureur des eaux. Voici le reportage de notre correspondant Eric Matané. L'eau, c'est la vie, mais elle fait aussi des dégâts. Le village de Mokotte et certains villages de l'arrondissement de Santhiou du département de l'Aménois sont noyés par les eaux. La forte adverse pluviométrie de ces derniers jours a occasionné un éboulement qui a détruit maisons, plantations et ponts, empêchant ainsi aux populations de vaquer librement à leurs occupations. En l'état actuel de la situation, en dehors des 6 champs qui entourent la route qui est coupée, le gros des dégâts se trouve à l'intérieur. Nous sommes ici dans le principal foyer cacaoyer de l'arrondissement de Santhiou. Pour desservir les populations des autres villages, ça va être très difficile durant ces quelques jours. Donc les dégâts ont été terriblement énormes. Les populations sinistrées sont débordées par cette situation qui n'est pas la première du genre dans Santhiou et appelle au secours des pouvoirs publics. Des planteurs qui ont perdu beaucoup de cacahuètes au champ, que l'eau a entraîné, qui avait déjà concassé, qui y a entassé, même l'eau a tout lavé. Bon, moi aujourd'hui je suis venu aussi pour inspecter le mien, pour voir comment ça se passe. J'ai trouvé que l'eau a beaucoup détruit. Mais comme c'est une catastrophe naturelle, on attend ce que le gouvernement peut nous apporter comme aide. L'arrondissement de Santhiou, qui est situé dans la plaine de Mbo, subit à chaque saison de pluie des inondations. En sapeur-pompier, le sous-préfet s'est rendu sur les lieux pour apprécier les dégâts, question d'apporter une solution urgente. Rendu sur le terrain, nous constatons, déjà nous sommes très meurtris par ce sinistre. Nous venons de constater que les populations ont été complètement coupées comme tel que vous le voyez derrière nous. La mairie prendra des dispositions à l'immédiat pour pouvoir d'abord permettre à la population de circuler, de faire sortir les produits. Donc, dès notre retour sur le terrain, la mairie doit déjà s'asseoir et réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire dans les brefs délais. La municipalité entend apporter des mesures provisoires en espérant le soutien de l'État pour une solution définitive. Pour l'heure, certaines familles sont à la belle étoile. Et la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala ce matin n'a pas été sans conséquence au lieu-dit village, non loin du marché Ndokpassi. La montée des eaux a fortement perturbé la circulation pendant plusieurs heures. Quant aux commerçants installés à l'arrêt bus et environ ont dû quitter temporairement les emprises. Les canalisations semblent être bouchées à cet endroit, comme vous le voyez sur ces images. Heureusement, aucune perte en vie n'a été signalée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et je vous l'annonçais en titre, les enseignants seront célébrés le 5 octobre prochain et à 48 heures de la célébration de la 30e édition de la Journée mondiale à eux dédiée. Notre rédaction s'intéresse aux conditions de vie de l'enseignant vacataire au Cameroun. À Douala, ils sont nombreux qui vivent dans la précarité et l'inconfort. Ces derniers plaident pour un mieux-être et une véritable considération. Voyons cela avec nos reporters Cyril Kwakam et Thierry Nana. Derrière la joie de transmettre le savoir à ses élèves se cachent de grandes douleurs. Foka est enseignant vacataire au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville de Douala depuis 2017. C'est vraiment très compliqué pour les enseignants vacataires parce que le salaire que nous percevons
Contrairement au travail que nous abattons, nous effectuons sur le terrain, n'est vraiment pas celui qu'un enseignant mérite. Mais chez nous au lycée, ça varie en fonction de l'ancienneté, par exemple, et du diplôme aussi. Mais vous voyez, le dernier doit avoir 54 000 francs. Et le plus grand peut aller jusqu'à 60 000 francs, 65 000 francs. Salaire de catéchiste selon lui, il est obligé de faire des cours de remise à niveau pour joindre les deux bouts. Moi j'enseigne au lycée bilingue de Nilom-Brazzaville et au collège bilingue à Donaï. C'est avec ces deux établissements que je parviens à joindre les deux bouts, sans oublier les cours de répétition que nous sommes obligés de faire de ci, de là. Entre précarité et inconfort, aujourd'hui l'enseignant de français se dit victime de la crise anglophone. Il a dû stopper sa formation à l'école normale supérieure de Bambili de Bamenda dès le déclenchement des exactions dans cette partie du pays. Avec les problèmes de la crise anglophone, j'ai dû rentrer du côté de Douala puisque c'est le côté qui est favorable pour moi. Si j'avais peut-être fini la formation, puisque j'étais auditeur libre, je devais sortir de là avec un DIPES 1 ou 2. Peut-être l'État aurait peut-être pu m'insérer dans le rang des enseignants fonctionnaires. Dans l'espoir de mieux être, lui comme tous les autres plaide pour une mise en place d'un processus de contractualisation des enseignants vacataires au Cameroun. Et valoriser la voix de la profession enseignante vers un nouveau contrat social pour l'éducation est le thème retenu de cette 30e édition de la Journée mondiale des enseignants. C'est dans cet élan que les enseignants du secteur privé se sont réunis à Douala pour se faire entendre, enseignants en service et retraités ont élevé leur voix pour décrire le traitement déloyal auquel ils font face dans l'exercice de leur profession. Le compte rendu avec Lesline Poumita et Marius Kosso. Entre pairs, ils revisitent les défis qui gangrènent leur profession. Les enseignants du secteur privé dénoncent entre autres l'absence de primes et les salaires de catéchistes à eux imposer. Il y a beaucoup d'établissements qui payent les enseignants 9 mois sur 12, alors que la loi prévoit qu'il faut payer l'enseignant le salaire étalé sur les 12 mois de l'année. Il y a les primes et les indemnités qu'un enseignant doit avoir, et en particulièrement l'indemnité de transport, la prime de recherche et de documentation. À moins de 3 jours de la Journée mondiale des enseignants, ils s'engagent à porter leur voix dans les rangs du traditionnel défilé du Saint-Antoine. Nos voix, on va les faire porter pour qu'au niveau du contrat, qu'on ne vienne pas les mains vides. On va faire un peu ce que l'agriculture a voulu, les donner, être au rendez-vous du donner et du recevoir. On ne va pas les mains vides, on viendra avec quoi comme proposition, on viendra avec quoi comme arme. À nos autorités de signer, de nous aider pour que la convention collective dont nous avons fait des travaux préalablement, qu'on la ratifie et que le chemin soit balisé pour l'enseignant. Leur déclaration est rendue publique ce 2 octobre lors de cette assise préparatoire aux activités liées à la célébration de la 30e Journée mondiale des enseignants. Crise sécuritaire dans le nord-ouest Cameroun, les attaques meurtrières n'ont pas épargné la vie des gardiens de la tradition. À date, 7 chefs de village ont été assassinés par des auteurs de chaos au nom de la guerre de sécession. Certains ont échappé de justesse et vivent désormais loin de leur chefferie. La majorité a choisi dans l'anonymat absolu, ce qui n'est pas le cas pour Sa Majesté Wilson Yambung, qui a accepté raconter son expérience de la crise. Il a été rencontré par Monique Naosi-Fosso et Marius Kosso. Wilson Yaobum-Djou, chef du village Koching dans le nord-ouest, n'y a plus remis les pieds depuis le déclenchement de la crise sécuritaire dans cette région. Des parents assassinés, sa chefferie incendiée par ceux qui se réclament groupes armés séparatistes. Bien que ces populations et lui soient désormais disséminées à travers le Cameroun, il continue de condamner à visage découvert les auteurs de ces hostilités. J'ai pris cette initiative et ce courage pour dénoncer ce qui n'est pas correct. La peur, c'est ce qui nous tue. La peur. Si tu as peur, tu vas mourir. Si tu n'as pas peur, tu vas toujours mourir. Donc, j'ai pris sur moi pour dénoncer et attaquer aux réseaux sociaux. Le leader des ambassadeurs qui s'appelle Ayabacho lui a donné la malédiction, ce qui n'est pas normal. Tu n'as pas le respect pour les gens.
professionnels. Outre des dons remis de temps à autre à ces populations démunies, les rencontres physiques sont régulièrement organisées pour sauvegarder les liens communautaires. Je fais mon mieux pour que la flamme de mes populations continue à brûler comme c'était avant. Les populations qui sont dans le sud-ouest, à Tchiko, dans le Mongo, à Ebolova, dans le sud, à l'Océan, à Kribi, à Ebebda, dans l'Eke, Yaoundé. J'ai réunion chaque mois avec mes populations. En dépit des atrocités commises, ce gardien de la tradition du village Koching appelle les auteurs des troubles à la raison. S'ils ont peur d'aller dans le centre en croyant que l'État peut les tuer, non, ils viennent à la chefferie. J'appelle tous les terroristes, tous les ambazoniens qui sont dans le nord et le sud-ouest, qui partent dans leurs chefferies respectives, voir les chefferies papa. Vraiment, c'est ce que je fais là, je ne contacte pas bien. S'il te plaît, il revient, il dépose les armes, il revient et il réclame ce qu'il pense qu'il peut réclamer à une manière plus dure. Aucun autre chef n'a accepté répondre à nos questions par peur de représailles. Dans l'actualité également, du 109 dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, région du centre. Ce 2 octobre, le sous-préfet de cette unité administrative a procédé à l'installation de 7 nouveaux chefs de service public déconcentrés. Qui sont-ils? Réponse avec Jordan Abomoela et Jean-Bernard Daniel. Que je vous déclare officiellement installé dans vos nouvelles fonctions. Voici les 7 nouveaux responsables des services publics déconcentrés de l'arrondissement de Yaoundé 1er. Ils ont été nommés entre janvier et septembre 2024 par les responsables de leurs différents départements ministériels de tutelle. La cérémonie de leur installation ce 2 octobre 2024 marque le début de longues années de travail. Félicitations pour leur promotion, pour leur nomination, mais place au travail. Nous devons nous servir et rien que servir. Je serai très regardant et je n'hésiterai pas à sévir. À compter de ce jour, ils occupent les postes de chef de district de santé de Djungolo, délégué d'arrondissement des sports et de l'éducation physique, de l'élevage, des pêches et des industries animales. Je m'attendais certes à cette nomination, puisque lorsqu'on sert l'État, on se dit à tout moment l'État peut vous solliciter pour d'autres fonctions. Les défis que nous voulons relever dans l'arrondissement de Yaoundé 2, c'est de promouvoir d'abord l'élevage. Figure également sur la liste des personnalités installées l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base, le directeur du CES d'Emana, le proviseur du lycée technique Charles Tangana, ainsi que le chef du centre social de Yaoundé 1er. Et les professionnels du secteur du bâtiment, de l'architecture et de la construction présents au Salon international du bâtiment de Paris 2024. L'événement a débuté depuis le 30 septembre au Parc des Expositions Paris Porte Versailles. Présente également à ce grand rendez-vous une délégation du Cameroun conduite par le président de l'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun. Les précisions avec Eric Golf Kouachou. Le Cameroun prend part à l'édition 2024 du Salon mondial du bâtiment, Batimat, considéré comme le rendez-vous incontournable des acteurs internationaux du bâtiment et la plus grande vitrine du monde pour les équipements de construction et de services. Il est important que les architectes, qui sont les principaux, même prescripteurs de tout ce qui se fait en termes d'architecture, soient présents pour connaître les solutions qui existent de par le monde pour proposer justement à nos différents maîtres d'ouvrage. Lorsque l'on partira de ce salon, on pourra mieux expliquer à tous nos autres confrères qui sont restés comment ça se passe dans les pays un peu plus développés et si possible importer toutes leurs techniques pour que nous améliorons, nous adaptons avec notre environnement camerounais. La délégation du Cameroun à ce rendez-vous mondial est conduite par le président de l'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun, Kizito Ngwa, est composée de chefs d'entreprise et une centaine d'ingénieurs camerounais du génie civil. Nous sommes pratiquement une centaine d'ingénieurs de génie civil camerounais présents pour ce salon 2024 de Batimat et qui nous permet donc de découvrir des nouvelles techniques, de nouveaux process, de nouvelles méthodes, n'est-ce pas, pour construire donc avec donc aujourd'hui ces notions de développement durable, d'environnement, d'éco-construction et autres, donc qui sont en fait des notions aujourd'hui qui nous permettent à la fois d'avoir peut-être des matériaux de meilleure qualité, mais en même temps à des coûts abordables.
En marge de ce salon, 27 ingénieurs faisant partie de la diaspora camerounaise en Europe ont été solennellement accueillis à l'Ordre national des ingénieurs de génie civil du Cameroun. C'était au cours d'une cérémonie de prestation de serment présidée par l'ambassadeur du Cameroun en France, André Manius Ekoumou. Je me sens, très fière parce que j'ai hâte de commencer à servir mon pays de façon un peu plus concrète et de profiter de l'expérience de nos éméritus. Nous avons déjà une diaspora très motivée à investir dans l'immobilier au Cameroun. Et mon passage à Back to Africa et ensuite à Batimat, c'est toujours dans le cadre de leur apporter la qualité et la satisfaction. Créé il y a une soixantaine d'années, le Salon mondial du bâtiment est la plateforme qui dévoile en avant-première les innovations du marché auprès des décideurs. Et dans notre page live, dans le registre des meilleurs miels du Cameroun, on connaît le miel blanc de Oku dans la région du Nord-Ouest, très prisé sur le marché international. Mais connaissez-vous le miel noir de Beka Goto? Le JT vous entraîne aujourd'hui sur les pas des apiculteurs des forêts de savane dans la Damawa, où des artisans locaux récoltent un miel pur au reflet du soleil, doux et savoureux. Un trésor qui attise la curiosité des amateurs du bon miel et de produits du terroir. Janice Kamga et Lionel Kefeu. Le chant des abeilles, symphonie qui rythme les journées dans les ruches de Bokone. Nous sommes à 4 km environ du centre de Beka Goto, localité située dans le département du Djirem, région de la Damawa au Cameroun. Pour découvrir les ruches, il faut pénétrer le cœur de la savane arbustive, caractéristique de cette partie du pays. À l'abri du vent, perchés entre les branches, on aperçoit alors des structures en forme de cône, des ruches traditionnelles faites à la main, des yorés dans la langue locale, le gbaya. Mais pour effectuer la récolte, l'apiculteur doit être équipé, vêtu d'une vareuse, des gants et des bottes pour éviter les piqûres d'abeilles. Il doit aussi s'armer d'un couteau, d'un seau, d'une corde et d'un enfumoir. Il faut en plus avoir d'excellents talents de grimpeur. Dès qu'il monte, il attache dans sa ruche et la fait descendre très lentement pour pouvoir procéder à la récolte. Une fois la ruche par terre, il retire le couvercle et il sélectionne le miel en maturité. Une fois à terre, le contenu de la ruche se laisse découvrir. Des blocs de cire d'où dégouline un liquide onctueux, un miel doux aux saveurs boisées et sucrées. Une ruche peut produire en moyenne 10 litres de miel, en moyenne. Mais il s'avère que certains apiculteurs fabriquent les ruches un peu plus larges, qui peuvent produire jusqu'à 20 litres de miel. Ici, la méthode d'extraction est artisanale. Une fois au centre de collecte, les plaquettes de cire sont d'abord broyées au bâton avant d'être déversées dans ces fûts qui font office de pressoir. C'est la première étape. Les résidus subissent un second traitement, l'épreuve du feu. Il y a deux formes d'extraction, méthode d'extraction au bois de feu, qui est celui qui n'est pas recommandé, et à l'extraction à l'eau chaude qui sera fait dans ce centre-ci. La récolte du miel s'effectue de nuit en principe. Les abeilles sont alors moins agressives. La saison va de fin février au mois de juin, voire juillet. Les collectes sont journalières, mais au fur et à mesure qu'on s'achemine vers la fin de la saison, elles s'effectuent en moyenne 3 fois par semaine. À lui seul, le site de Beka Goto peut produire jusqu'à 1500 litres de miel par jour. Parlons de culture à présent et de l'acteur et producteur Manolap, de son vrai nom Jean de Dieu Tchénébé, célèbre ses 30 ans de carrière. À cette occasion, le producteur a tenu une conférence de presse ce jour à Douala. Manolap va célébrer ses 3 décennies dans le 7e art dans 3 villes du Cameroun, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Un long métrage est également prévu pour marquer cet anniversaire de Jean de Dieu Tchénébé. Harouna Zira et Thierry Nanar. 3 décennies déjà que Jean de Dieu Tchénébé fait briller le cinéma camerounais. D'acteur à producteur, il compte à son actif une vingtaine de productions cinématographiques. Un parcours salué par ses collègues et amis ce jour.
30 ans de carrière dans l'audiovisuel, dans le cinéma, c'est pas donné. C'est une preuve de travail acharné, c'est une preuve de travail passionné. Voilà, preuve de résilience. C'est quelqu'un qui a respecté les rouages du métier. Pour moi, aujourd'hui, c'est un exemple. Il fait partie de ceux-là qui m'ont inspiré. C'est un homme à qui rien n'a été donné. Il a tout eu par le combat et par la bataille, et par la foi, parce qu'il croit en lui et il croit à tout ce qu'il fait. Il a produit la société camerounaise et dans ses productions cinématographiques ou filmographiques, il valorise justement cette société camerounaise. Manolap s'est imposé dans le 7e art grâce à ses œuvres engagées qui reflètent les mots de la société. Le producteur a choisi de marquer son 30e anniversaire dans le cinéma par un long métrage nommé Karamba. J'ai fait un film pour la circonstance Karamba. Pour les fans qui m'ont soutenu ou bien pour les cinéphiles, je pense qu'ils sont vraiment satisfaits parce que cette fois-ci on a mis les petits plats dans les grands, ce qui concerne le jeu d'acteur, la réalisation, les costumes, le maquillage. La célébration des 30 ans de carrière de Manolap se fera les 9 et 30 novembre au Canal Olympia et au cinéma Eden, mais également en décembre dans les villes de Yaoundé et Bafoussam. Le long métrage Karamba sera diffusé le 9 novembre au cinéma Canal Olympia. Du sport à présent, les quarts de finale de la Coupe du Monde de Maracana débutent ce vendredi à Abidjan, évidemment sans le Cameroun, éliminé de la compétition après 2 défaites. Avant de plier bagages, la délégation tricolore a fait un tour ce jeudi à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. L'essentiel de cet échange avec notre envoyé spécial, André Mirabeau-Mob. Cameroun, oh yeah, Quelques heures après la déroute face aux éléphants au Palais des Sports de Trincheville, les Lions de Maracana ont bénéficié d'une audience à l'ambassade du Cameroun à Abidjan. Tout un symbole. On se sent très honoré, on se sent fier de notre pays quand on voit notre pays se déployer à travers le monde, à travers l'Afrique, à travers les différents regroupements régionaux et internationaux. La communauté éprouve aussi un sentiment de grande reconnaissance et de gratitude vis-à-vis des autorités qui savent qu'ils ont une diaspora camerounaise en Côte d'Ivoire et qui prennent soin de l'associer à tous les événements qui concernent le Cameroun. Pour cette première Coupe du Monde de Maracana, l'expédition camerounaise a tourné très court. Une poule de 3 pays, 2 défaites contre la Belgique et la Côte d'Ivoire, 9 buts encaissés et une élimination précoce. Que les Camerounais ne soient pas découragés. Le Maracana existe depuis 3 ans au Cameroun. Petit à petit, on fait notre bonhomme de chemin. Je ne justifie pas la défaite, mais je dis il faut être un peu patient. Nous allons rentrer et avec ce qu'on a appris à la Maramonde, nous allons davantage travailler au cours de la saison pour que nous revenions en force avec une équipe encore plus déterminée. La jeunesse également devrait en retour rendre cet honneur aux autorités par rapport à tout ce que les autorités font pour la jeunesse camerounaise. Après la Coupe d'Afrique des Nations de football en janvier dernier, la Côte d'Ivoire accueille une seconde délégation camerounaise en 10 mois seulement. Ceci pour renforcer les liens de solidarité et de vivre ensemble entre les 2 pays. André Mirabeau-Mob, Abidjan, pour Canada International. Et l'actualité à l'étranger à présent, au Canada, plus de recrutement d'infirmiers sur le continent africain. En République démocratique du Congo, au moins 50 morts après le chavirement d'un bateau. Et en Tunisie, tension avant la présidentielle de dimanche prochain. Lille Piedjou et Calvin Tekam. Arrêt du recrutement du personnel infirmier dans une grande partie de l'Afrique. L'annonce est de Radio-Canada. 2 ans que le Québec menait une politique active pour embaucher des infirmières à l'étranger, précisément en Afrique. Plus d'1 millier d'entre elles viennent du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Cette décision vise, selon l'OMS, à protéger certains systèmes de santé vulnérables. Le manque d'infirmières peut représenter certains risques sanitaires pour les populations locales. Le recrutement va se poursuivre uniquement dans les pays du Golfe et la Tunisie. La République démocratique du Congo pleure ses morts. Au moins 50 personnes ont trouvé la mort après un chavirement de bateau sur le lac Kivu à l'est de la RDC.
Les survivants, 10 au total, sont dans un hôpital local pour des premiers soins. Le bateau surchargé de passagers a coulé au moment d'accoster au port de Kitoukou, selon des témoins. Les opérations de sauvetage se poursuivent selon les autorités locales. À quelques jours de la présidentielle en Tunisie, le ton monte. Les universitaires dénoncent un amendement retirant au tribunal administratif son rôle d'arbitre en cas de litige post-électoral. Les députés proposent de transférer à la cour d'appel la capacité de régler d'éventuels recours post-électoraux pour éviter une annulation a posteriori du scrutin. La présidentielle en Tunisie, c'est dimanche 6 octobre. « 15 combattants du Hezbollah tués dans une frappe israélienne contre le sud du Liban ce jeudi. Après l'attaque massive du 1er octobre par l'Iran contre Israël de missiles balistiques et la promesse d'Israël de représailles, l'armée israélienne continue de frapper les combattants du Hezbollah dans la zone frontalière. Les raids aériens se poursuivent contre les bases du mouvement chiite pro-iranien à Beyrouth. Et dans le plus, Isakam a inauguré il y a quelques jours son premier centre de transfert de déchets sans reprise d'Afrique centrale. La cérémonie très courue a vu la participation de plusieurs autorités de la ville. Et d'ailleurs, regardez. Coupure du ruban symbolique et dévoilement de la plaque commémorative, ces clichés marquent l'inauguration du tout premier centre de transfert sans reprise des déchets d'Afrique centrale. Cette structure va faciliter la collecte et l'acheminement des ordures vers les décharges de PK10 et de Ngombe par PK24 à Douala. Ce 25 septembre, la cérémonie d'inauguration est présidée par le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam. Il est apparu opportun au maire de la ville de Douala et j'ai eu le sentiment que beaucoup d'autres maires feront comme lui. Ils ont le soutien et les encouragements de Madame le Mindu pour que les ordures soient enlevées de manière plus, on va dire, mieux organisée, mieux structurée. Présente à cette cérémonie, tout comme de nombreuses autres autorités administratives et municipales, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, a salué cette initiative révolutionnaire qui garantit un meilleur cadre de vie aux populations de Douala. Nous félicitons cette initiative parce que ça va en droite ligne des prescriptions du président de la République qui a demandé que la question de gestion des ordures pour des questions de santé publique de ses compatriotes soit traitée avec beaucoup d'engagement. Bâti sur 5000 m² par Isakam sous la maîtrise d'œuvre de la communauté urbaine de Douala, le centre de transfert des déchets de Youpoué a une capacité de flux de 1000 tonnes par jour. Un centre de transfert qui permettra de réduire les distances et donc de réduire le coût de collecte à la tonne. Donc nous sommes vraiment sur la bonne voie. Nous déployons toute la panoplie des moyens dont nous pouvons disposer pour que l'année prochaine, en 2025 et 2026, on puisse dire que Douala a retrouvé sa propreté. Cet investissement est constitué d'un pont bascule, d'une salle technique, d'une plateforme de transfert sans reprise, d'une aire de maintenance, d'un bassin de rétention d'eau entre autres. Ouvert 24 heures sur 24, il sert également de déchetterie, une volonté de la CUD et son partenaire Isakam à rendre la ville de Douala plus propre. C'est un centre qui permet d'améliorer les rotations de collecte dans les quartiers par les camions de collecte traditionnels et de permettre, quand ces rotations ont été améliorées et que les déchets ont été transférés ici, aux gros porteurs de les acheminer sur le site de la décharge. Résolument tourné vers un modèle de gestion intégrée des déchets urbains, Isakam annonce la construction de 3 autres centres de transfert sans reprise des déchets à Bonabéry, Edéa et Yaoundé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.